bonne littérature. Excusez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau duel du jour sur Juste Milieu. Vous le savez, c'est le nouvel espace de débat qui s'ouvre et aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de recevoir Florian Philippot. Avant tout, parce que c'est normal, on se présente. Florian Philippot, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Je suis très heureux d'être sur votre chaîne, une chaîne que je trouve de grande facture, et toujours à la fois intéressante et très amusante, il faut le dire. Merci beaucoup Florian Philippot. Alors je le rappelle, vous êtes un homme politique français, membre du Front National de 2011 à 2017. Aujourd'hui, vous êtes président du parti Les Patriotes et justement, c'est tout l'objet de cet échange aujourd'hui. On va bien évidemment parler du contexte sanitaire qui n'aura échappé à personne ou presque. On va y venir tout à fait, mais avant tout, le premier grand volet de cet échange est plus politique. J'aimerais, avec vous, prendre du recul, parler de votre projet, du projet politique que vous portez aujourd'hui avec les Patriotes, mais surtout vous proposer un échange, chers spectateurs, un petit peu éloigné, comme ça, de l'émotion du moment où tout va à volo, c'est l'hystérie générale. On va essayer de réfléchir aujourd'hui sur tout ça. Donc, d'abord, avant tout, là encore pour faire connaissance, Florian Philippot, peut-être quelques mots sur votre parcours politique, de vos débuts jusqu'à aujourd'hui et ce nouveau mouvement que vous portez sur vos épaules. Alors, mon parcours politique, si vous voulez, du plus loin que je m'en souvienne, alors mon premier émoi politique, j'avais presque 11 ans et c'était le référendum sur Maastricht. Je m'en souviens très bien, c'était le 20 septembre 1992. J'étais pour le non, pour des raisons très émotionnelles à l'époque, parce que j'étais attaché au franc. Voilà. Ça n'allait pas chercher beaucoup plus loin, mais je pense que finalement, la politique, c'est aussi beaucoup de l'émotion et du symbole. Bon, ça, c'est vraiment dans mon enfance. Après, plus sérieusement, je me suis construit politiquement très vite en fait dans la sphère souverainiste. Mon premier meeting, c'est les européennes de 1999. J'étais à l'époque en terminale. À quelques mois près, je ne pouvais pas voter, mais j'étais allé au meeting à Lille de la liste Pasqua-Villiers, une liste souverainiste qui avait fini d'ailleurs, qui avait fait la surprise, qui avait fini devant la liste officielle du RPR à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et puis, je me suis engagé, là, c'était mon vrai premier engagement dans la campagne présidentielle de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Donc, je me suis engagé en fait dès 2001. J'étais à son meeting de lancement à Vincennes le 9 septembre 2001. Donc, vous imaginez que 2 jours après, la campagne était mise entre parenthèses, parce que vous savez. Et donc, une campagne où j'étais président du comité de soutien des grandes écoles, c'est très pompeux. Parce qu'à l'époque, j'étais en première année d'HEC, et donc j'avais fédéré des gens d'HEC, de l'ESSEC, de Polytechnique, d'Ulm, de l'ENS, etc. Et on avait fait un truc sympa, et puis j'ai eu plein de meetings, et le soir du 21 avril, premier tour, 2002, j'étais au QG, Cité Paradis, qui était plutôt l'enfer ce soir-là, parce qu'on avait fait un très mauvais résultat, on avait fait un résultat décevant à un peu plus de 5%. Voilà, donc j'avais organisé plein de choses, un dîner avec Max Gallo. Ensuite, en 2003, j'ai fait venir Chevènement sur le campus d'HEC pour une conférence. Bon. Ensuite, j'ai pris mes distances parce que Chevènement est rentré un peu plus dans le clivage gauche-droite pour maintenir 2, 3, 4 élus à l'Assemblée nationale essentiellement. Or, moi, j'avais apprécié sa capacité à dépasser ce clivage pendant la campagne présidentielle de 2002. Mais je suis resté authentiquement et de manière intacte, parfaitement souverainiste comme je l'étais pendant la campagne. Ce qui fait que j'ai fait la campagne de 2005 en simple citoyen. J'étais en dernière année d'HEC alors. J'ai créé un blog, il s'appelait 7 fois c'est non, qui a eu un beau succès, ce qui fait que j'ai été repéré par un journaliste de France 2 et qui m'a fait faire ma première télé début mai 2005, juste avant le vote, qui avait lieu le 29 mai. Et j'étais un jeune blogueur du non face à un jeune blogueur du oui au Trésor de France 2 pendant 4 minutes en direct. C'était un grand moment. Voilà, donc ça. Et puis, mais je n'étais dans aucun parti. Et puis, j'ai continué comme ça. Ensuite, j'ai passé l'ENA, j'ai eu l'ENA, mais ça n'a absolument rien changé. Je ne me suis pas fait formater, rassurez-vous. Je ne suis pas rentré dans la machine à broyer les convictions qu'est l'ENA. Ça n'a rien changé sur moi. Je me suis faufilé dans ce système sans trop me faire remarquer parce que sinon, c'est dangereux. Et en 2009, j'ai souhaité rencontrer Marine Le Pen parce que je trouvais qu'elle imprimait une marque plus sociale, plus souverainiste, de dédiabolisation, comme on disait à l'époque, au FN. Et donc, je l'ai rencontrée, le courant est passé, j'ai travaillé pour elle. En 2011, elle m'a proposé d'être directeur de campagne de sa présidentielle. Je l'ai été. Nous avons fait la campagne de 2012. Puis, je suis devenu vice-président du Front National en juillet 2012, comme vous le savez, pendant 5 ans.
Et je suis parti en septembre 2017 parce que le FN, à ce moment-là, a décidé d'abandonner sa position très souverainiste, notamment le référendum qu'il promettait aux Français sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ce qui pour moi n'est pas possible. Moi, je suis entré par souverainisme, parce que je pense que c'est la clé de tout, peut-être qu'on en reparlera là-dedans, et donc le contrat a été clair. Si cette conviction-là a été abandonnée, si ce combat a été mis de côté, je partais. Donc je suis parti, j'ai fondé dans la foulée le 29 septembre 2017 les Patriotes, qui ont d'abord eu un parcours modeste, voire très modeste, mais très authentique, avec des gens d'ultra conviction, pour le coup, très sincères, qui n'avaient rien à gagner dans cette aventure. Moi-même, je n'avais pas grand-chose à gagner, beaucoup à perdre. Et puis, on s'est présenté aux Européennes 2019, on a fait le fabuleux score de 0,65%. Mais ceci dit, je vais vous dire, on a quand même réussi à se présenter en mettant des bulletins de vote partout et des professions de foi, hein, ce qui était quand même déjà un exploit parce que tout ça, ça coûte une fortune. Et puis on a proposé, voilà, c'était notre première campagne. Et puis on a vraiment explosé à partir de 2020 avec la crise sanitaire, notre discours très constant, je crois très sincère, très, très actif sur les libertés, sur le Covid. Et puis aussi parce qu'il s'est passé le Brexit en début 2020 et que notre position sur le Frexit s'est donc trouvée confortée par la preuve qu'un pays pouvait bien quitter l'Union européenne et que ça n'était pas l'invasion de sauterelles promise par les européistes, bien au contraire. Donc ça donne du crédit évidemment aux défenseurs du Frexit dont nous faisons partie. Voilà, c'est ça en gros pour vous faire très rapidement, pour brosser mon parcours. Je suis un gaulliste social, je suis un souverainiste, je suis un frexiteur, je suis un patriote. Voilà, je suis un amoureux de mon pays, tout simplement. Donc, une aventure politique que vous venez nous décrire et qui aujourd'hui fait face à une question brûlante d'actualité. On l'a vu il y a quelques semaines, la question de l'abstention en France. On l'a vu au régional, ça a été un véritable raz-de-marée, une vraie vague pour le coup cette fois. Comment vous pouvez l'interpréter déjà à titre collectif, à travers les Patriotes, mais aussi à titre individuel, parce que comme vous venez de nous le dire, vous avez un parcours qui quand même vous classe plus du côté de l'élite que du peuple, d'une certaine manière. Vous avez fait l'ENA, vous avez fait HEC. Est-ce que cette abstention peut s'interpréter encore aujourd'hui par un rejet du jeu politique, un rejet des élites, ou est-ce que selon vous, il y a une autre interprétation possible encore? Je crois qu'il y a deux grandes raisons. Un, il y a un dégoût de la politique qui a trop menti et trop trahi, y compris maintenant dans ce que les gens prenaient pour une opposition. Au moins, on pouvait la combattre, comme le FN, RN, maintenant, on pouvait combattre. Mais au moins, on pouvait leur reconnaître qu'il y avait une espèce de constance, de solidité. Et même eux, il se trouve que finalement, du jour au lendemain, ils sont capables, pour des raisons de sondage, d'abandonner le Frexit, d'abandonner la sortie de la CEDH, d'abandonner la sortie de Schengen, etc. Ce qui crée, vous savez, ça crée du dégoût, tout simplement, ça. Alors, vous ajoutez ça aux trahisons des autres, mais qui sont peut-être plus connues et plus anciennes, ça crée beaucoup de dégoût et donc beaucoup d'abstention. Je crois que c'est une abstention en fait très militante. Hein. C'est une abstention très militante. Ceux qui disent on va régler l'abstention par les modalités de vote, pour faciliter, soi-disant, le vote des Français par le numérique ou le vote par correspondance, c'est soit être très naïf, soit se moquer du monde, parce que ce n'est pas les modalités de vote qui vont changer ça. C'est une abstention militante. Mais la deuxième raison que j'entends très peu et qui, pour moi, pourtant, est absolument fondamentale, et à mon avis, la principale raison de l'abstention, c'est la disparition de la souveraineté nationale et populaire. À partir du moment où, si vous voulez, vous votez pour des gens qui, de toute façon, n'ont plus le pouvoir, très largement, parce qu'ils l'ont transféré ailleurs, à Bruxelles, à Francfort, à l'OTAN, pour d'autres compétences, c'est-à-dire à Washington, etc., vous votez en fait pour des gens qui, de toute façon, n'ont pas la capacité de mettre en œuvre leurs promesses de campagne. Et vous votez pour des gens qui sont peut-être de partis différents, mais qui, à la fin, mèneront toujours la même politique, c'est-à-dire la politique de Bruxelles, globalement, la politique de l'Union européenne. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous faites au bout d'un moment? Une fois que vous avez constaté ça une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, vous dites ça ne sert plus à rien de voter. En fait, je vote pour des gens qui, de toute façon, mènent toujours la même politique, trahissent leurs engagements et de toute façon ne respectent pas leur programme. Et ça, c'est quoi? C'est une conséquence pratique, très logique, de la disparition de la souveraineté. Alors, il y a des gens qui formalisent ça, mais beaucoup de gens, en fait, l'ont juste constaté par intuition. Ils ne se disent pas, je ne vote pas parce qu'on est dans l'Union européenne. Ils ne font peut-être pas ce raisonnement, mais par intuition, ils le comprennent. Ils voient qu'en réalité, quel que soit leur vote, c'est toujours la même chose, y compris d'ailleurs sur les référendums, où je pense que la trahison du vote non du 29 mai 2005 sur la Constitution européenne, trahison qui a eu lieu 3 ans plus tard avec le passage en force du traité de Lisbonne via le Parlement en 2008,
Et ça, je pense que ça a fait des dégâts considérables. À ce moment-là, il y a des gens qui ont dit « moi, je ne voterai plus jamais de ma vie parce qu'on m'a gravement trahi ». Et ça encore, c'est un signe de notre absence de souveraineté. Donc moi, je fais une corrélation très forte entre un pays qui a sa souveraineté nationale et la participation aux élections. Et une autre facette quand même qui a été marquante au régional 2021, c'est cette défaite d'une certaine manière de la démocratie des sondages. On voit fleurir aujourd'hui des sondages de partout, comme s'il fallait fixer une sorte de ligne, et si les résultats officiels n'étaient pas en lien avec cette ligne, on disait bah dans ce cas-là, ce sont les gens qui ont mal voté. D'une certaine manière, on l'a vu dans le monde des interprétations où on disait les gens voulaient profiter du beau temps. Enfin, c'était le niveau zéro de l'interprétation politique. Vous qui avez connu ce monde de près, durant vos études à HEC, vous avez fait un stage chez TNS Sofres. Votre frère Damien Philippot est un ancien cadre de l'IFOP. Peut-on encore croire en cette démocratie des sondages qui a raté le Brexit, qui a raté Trump, qui a raté tous ces mouvements de fond? Ou est-ce qu'il y a encore une certaine cohérence dans cette logique des sondages? Alors, si vous voulez, moi, pour avoir connu de l'intérieur les services politiques et opinions, parce qu'en plus, j'ai fait un stage de 9 mois à HEC au service politique et opinion de la Sofres. Et effectivement, mon frère a été cadre à l'IFOP pendant 15 ans dans le service politique. Pour connaître très bien ce milieu-là, c'est pas qu'ils truquent leurs chiffres. J'entends parfois ça, c'est pas vrai. Ils truquent pas leurs chiffres, en réalité. Là où il peut y avoir des interprétations, c'est quand ils font des redressements électoraux, c'est-à-dire ils ont des chiffres bruts pour les intentions de vote et ils peuvent un peu les adapter, mais pas tant que ça quand même. Là, on est d'accord, il peut y avoir un tout petit peu de manipulation, mais pas beaucoup plus que ça. Mais quand ils sortent un chiffre, c'est généralement en fait le chiffre qu'ils ont. C'est le chiffre qu'ils ont. Alors après, les problèmes des sondages, c'est la question que vous posez, c'est la question que vous ne posez pas, qui est à mon avis le principal problème, c'est la manière dont vous la posez. C'est le contexte dans lequel vous faites, pour quel client, pour quelle instrumentalisation derrière, quelle stratégie de communication. C'est tout ça, si vous voulez, le problème de ce que vous appelez la démocratie des sondages, la sondocratie. Ce qui est une aberration. Il ne peut pas y avoir de démocratie normalement des sondages. Donc là, c'est le gros problème. Le premier gros problème des sondages, il est là. Deux, alors il se trouve que ces derniers temps, ils se plantent de plus en plus fort. Ça, c'est vrai. Jamais on avait vu dans des élections des écarts aussi importants entre les intentions de vote et la réalité de ce qui est sorti des urnes que lors de ces élections régionales de juin 2021. C'est phénoménal. Parfois, ils se sont trompés de 15 points sur le score, par exemple, des listes RN. C'est là que ça a été le plus massif. Alors, ils disent que c'est parce qu'on avait mal interprété, mal anticipé la très faible participation, certes, mais ça n'explique pas tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans leurs outils. Ça veut dire qu'avec leurs vieux outils qu'ils n'ont pas réadaptés, parce qu'ils fonctionnent en gros sur les mêmes outils depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire des sondages par Internet, avec Panel, je pense qu'ils n'arrivent plus à percevoir des mouvements de fond qui sont en train de se passer dans le peuple français, qui sont probablement très puissants, des plaques tectoniques qui sont en train de bouger, de se reconfigurer. Et les sondages, avec leurs outils traditionnels, qu'ils arrivaient à peu près à capter assez bien il y a encore 4-5 ans, parce que si vous reprenez les sondages à 4-5 ans, ils ne faisaient pas des erreurs manifestes, ils en ont toujours fait, mais pas aussi massives. Là, maintenant, ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus. Et je vais y voir un signe positif. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans les profondeurs du peuple français et que les capteurs traditionnels n'arrivent plus à voir. Et forcément, pour moi, c'est positif. Tant mieux. Il vaut mieux qu'il se passe des choses que le système officiel n'arrive pas à voir plutôt que des choses qui sont parfaitement prédictibles. Donc, il se passe ça. Le problème, c'est qu'on continue, si vous voulez, de les suivre et d'en commander plein. C'est ça qui est hallucinant. Après le plantage des régionales, les journaux, les médias auraient dû lever le pied en disant « bon, on va peut-être commander un peu moins de sondages parce qu'ils n'ont plus l'air très performants quand même ». Ben non, continue comme avant. Et ils vous donnent des scénarios qui sont forcément ceux qui vont se réaliser. Et quand ils vous disent 70% des Français sont d'accord avec les mesures annoncées par Macron lors de son allocution sur le pass sanitaire et la vaccination obligatoire le 12 juillet, c'est forcément vrai. Un tout petit peu plus, je pense qu'il faudrait maintenant un tout petit peu plus de modestie et de prudence quand même, vu ce plantage. Non, ça par contre, ils veulent pas. C'est quand même bien pratique pour eux, ces sondages-là. C'est bien pratique. Je reviens à ma première remarque, c'est bien pratique parce que c'est eux qui choisissent quelles questions on pose et quelles questions on ne pose pas. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, quand vous dites qu'ils n'y arrivent plus, est-ce qu'ils le veulent réellement? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des aberrations. On a vu La République En Marche qui finit à 7% au second tour des régionales. 2 jours plus tard, on a un institut qui publie un sondage avec comme titre « Emmanuel Macron creuse l'écart au second tour des présidentielles devant Marine Le Pen ». Je peine à croire simplement l'argument des outils, sincèrement. Oui, alors,
je vais être honnête, je pense qu'il n'est pas totalement impossible qu'ils aient effectivement des sondages présidentiels actuellement où Macron est bien en tête au second tour. Pour moi, ce n'est pas forcément incompatible. Parce que je pense que de toute façon, Macron n'a jamais eu de parti politique. Et En Marche, ça n'a jamais existé. Macron, il n'a pas besoin de parti politique. Il a un parti. C'est le parti de l'oligarchie. C'est-à-dire l'argent, la finance, les médias. C'est son parti et c'est avec ça qu'il a été élu en 2017. Il n'a pas eu besoin d'un parti politique. On n'est plus dans l'ancien système où on avait des gros partis de masse qui faisaient élire des présidents de la République, style Chirac, style Mitterrand, mais même encore Sarkozy et même Hollande. C'est fini. Lui, il n'a pas eu besoin de ça. Après, est-ce que c'est que le problème d'outils? Non, je vous ai dit, ce n'est pas que le problème d'outils. Je pense que l'outil est vraiment devenu extrêmement défaillant, mais ce n'est pas tant que la faute de l'outil, ça veut dire que je pense qu'il se passe des choses dans le peuple français. Je pense qu'il se passe des choses très profondément de recomposition idéologique au sein du peuple, d'un peuple qui est bousculé, qui est maltraité et qui forcément, ça ne peut pas être sans conséquence tout ça. Forcément que ça recompose les idées, les idéologies, les clivages et donc le paysage politique. Et ça, les sondages sont paumés là-dedans, ils n'arrivent plus à le voir. Donc je pense qu'il y a vraiment ce problème-là. Après, oui, ils sortent un sondage présidentiel juste après une plantade d'En Marche. Là, vous me direz, il y a une opportunité de calendrier. Ils font ça pour rattraper le coup pour Macron. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'ils publient un faux sondage? Non. Ça veut dire qu'ils choisissent de le publier 3 jours après pour tourner la page de l'échec des régionales et faire croire que le président est plus populaire que jamais. Mais là, la manipulation, elle ne vient pas tant de l'Institut de sondage, elle vient du média qui a décidé de commander à ce moment-là ce sondage-là. Et vous parlez de projets politiques, donc celui de la République En Marche. Alors, venons-en tout naturellement aux Patriotes aujourd'hui, donc le parti que vous avez fondé. Justement, question simple, quel est votre projet politique avec les Patriotes aujourd'hui? Quel message portez-vous? Alors, on a adopté une charte dès notre création qui est en ligne. Pour ceux qui veulent s'y intéresser, ils verront tous les points programmatiques, entre guillemets. On ne va pas dans le détail d'un programme, enfin, nos points de doctrine, on va dire, sont présentés. Notre idée claire, c'est que la France ne peut plus mener de politique différente qui lui permettrait de se redresser en tout domaine parce qu'elle n'a plus l'indépendance, la liberté et la souveraineté pour le faire. Ça, c'est notre idée de base, si vous voulez. C'est que je vais reprendre l'expression d'Emmanuel Todd. Todd, il dit les élections, il dit que c'est depuis que nous sommes dans l'euro, et je pense qu'il a vraiment raison. Les élections, les campagnes électorales sont des pièces de théâtre avec des acteurs, des comédiens qui jouent un rôle le temps d'une campagne électorale, qui donc en fait font une promesse de campagne, une promesse de programme électoral, mais qui ne sont que des comédiens. Et une fois que l'élection est terminée, on remballe tout, on démonte la scène et le théâtre est fini. Et on revient dans la vraie vie, très éloigné des promesses de campagne et du jeu de scène. C'est exactement ça. La politique française n'est plus rien depuis qu'il n'y a plus la souveraineté nationale. Et c'est vrai en tout domaine. On peut faire des campagnes. Alors, on décide que cette campagne sera sous le signe de l'immigration ou de la sécurité, type 2007, par exemple. Alors, on parle de tout ça, mais ça ne sert à rien. On peut faire toutes les promesses du monde. Le lendemain, de toute façon, la France ne maîtrise rien de tous ces outils. Et puis, une autre fois, on va dire, on va faire une campagne, cette fois-ci, sur l'économie, l'industrie, la réindustrialisation. Très bien, on va tous parler. Il y en a qui vont dire, on va faire le Made in France, les relocalisations, on va réindustrialiser. Et en fait, on ne peut rien faire de tout ça, a fortiori, quand on ne maîtrise même pas sa monnaie nationale. Et puis, on va faire une campagne sur, je ne sais, les services publics. Bon, vous voyez, tous les sujets, ou même l'écologie, tous les sujets, en réalité, si vous n'avez pas les instruments de la souveraineté pour mener une politique, vous parlez dans le vide. Donc, il faut réhabiliter la politique au sens noble du terme. Et pour cela, il faut redonner la souveraineté à notre pays et à notre peuple. C'est le point principal des patriotes. Et ensuite, tout le reste se décline. Comment on protège l'intérêt national, comment on réindustrialise notre pays, comment on fait en sorte que nous soyons un pays qui se tourne vers l'avenir, qui ait des grands projets, qui n'oublie pas qu'il est un pays monde, avec un espace maritime gigantesque, un outre-mer magnifique, etc. Tout se décline. Mais avant tout, tant qu'on n'est pas souverain, on parle dans le vide. On parle dans le vide. Et pour reprendre cette classification de la pièce de théâtre, est-ce que d'une certaine manière, parce que c'est vrai que les patriotes aujourd'hui se distinguent par sa volonté à capter la contestation. Ça avait été le cas avec les Gilets jaunes, où vous étiez rangé ouvertement aux côtés des Gilets jaunes.
Aujourd'hui, vous êtes une des figures qui représente cette France qui s'oppose à la fois pêle-mêle, hein, bien sûr, on n'est pas sur BFM ou CNews, donc je ne vais pas mettre tout le monde sous une même étiquette, mais qui représente la France anti-vax, anti-pass, contre Macron, contre les mesures, les Français qui veulent simplement défendre leur liberté, toute cette frange-là de la France. La contestation est votre moteur, mais justement, est-ce que vous ne craignez pas d'être une pièce supplémentaire sur cette scène de théâtre immense qui est devenue la vie politique française, où vous reprenez le flambeau des syndicats dans les années 60-70 qui captaient cette contestation ouvrière à l'époque pour exister? Est-ce qu'aujourd'hui, votre moteur n'est pas là? Alors moi, je ne capte aucune contestation sur la crise Covid. Nous l'avons organisée. Il faut être très clair. On l'a organisée. On a, vous savez, la première manifestation qu'on a faite le 24 octobre 2020 sous les fenêtres de Véran au ministère de la Santé à Paris, on était 50. À l'époque, pas grand monde ne voyait où était le problème, où est-ce que ça pouvait nous mener. Quand on a lancé notre pétition contre le pass sanitaire, c'était en novembre 2020. À l'époque, Martin Blachier, que vous connaissez bien sur cette chaîne, me disait sur les plateaux télé que c'était du complotisme que même de parler d'un possible passeport sanitaire un jour en France. Et je peux vous dire pourtant qu'en novembre 2020, j'étais loin d'imaginer qu'on pourrait arriver à un niveau d'application aussi délirant que le pass sanitaire actuel. Donc, si vous voulez, on a fait notre travail de force politique, c'est-à-dire d'abord de sensibiliser, d'éveiller, de réveiller et de le faire sur de la contestation, mais en même temps sur de la proposition. Bon, il n'y a pas un seul de mes discours, une seule de mes vidéos journalières où je ne fais pas en même temps une proposition politique. C'est-à-dire que je pense qu'une contestation, et c'était à mon avis le problème des Gilets jaunes, que je ne critique pas en soi, j'ai été avec eux dans les manifs et sur les ronds-points, et ils ont mené un combat magnifique. Mais je pense qu'à un moment, ça a tourné en rond et ça a fini par s'effilocher, parce qu'il n'y a pas eu d'issue politique. Il faut une issue politique. Il faut trouver comment on va sortir de là, par quel projet on va s'en sortir, comment par le haut on va pouvoir trouver une solution pour sortir de la crise et redonner un avenir au pays et à notre peuple. Voilà, c'est ça notre rôle. Alors vous dites, est-ce que on fait partie pour ça d'une pièce de théâtre? Je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, si on était dans la pièce de théâtre, on ne serait pas si violemment attaqué par Macron, par ses médias, par ce système oligarchique. On est très attaqué. On est très attaqué. Moi, je peux vous dire, en ce moment, je me prends des émissions, je n'ai même pas le droit à la parole pour répondre. Hein. Je me fais insulter à longueur de plateau surtout depuis le succès du 17 juillet. Hein. Et puis des articles de presse épouvantables et ça. C'est pas tout à fait, à mon avis, le traitement qu'on aurait si on était de la pièce de théâtre. Je pense qu'aujourd'hui, sur la pièce de théâtre, le RN en fait partie. Vous voyez, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'après, on va me dire il est obsessionnel. Alors, je ne suis absolument pas obsessionnel, mais j'essaie d'expliquer un peu les choses. Oui, je pense que oui, le RN en fait partie parce que Macron le veut comme opposant pour être réélu. Ça, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'a compris. Mais nous, honnêtement, non. Ça, je pense que c'est difficile de soutenir cette thèse. Et vous n'avez pas peur justement de devenir, d'une certaine manière, là c'est un peu dans la prédiction, mais est-ce que vous n'avez pas peur de devenir le nouveau Rassemblement national, c'est-à-dire l'ennemi utile qui ne va faire que mettre en évidence le parti dominant, aujourd'hui Emmanuel Macron, peut-être demain Anne Hidalgo ou d'autres personnalités du genre? Est-ce que vous n'avez pas peur de reprendre ça? Et autre question qui est un peu le pendant, que répondez-vous aux gens qui rejoignent votre ligne dans ce combat face à la gestion sanitaire qui est proposée par La République En Marche et plus largement par leur projet politique? Que répondez-vous à ces gens qui disent écoutez, nous on est d'accord avec ça, mais en revanche, ce que vous, Florian Philippot, vous incarnez de par votre parcours politique, des gens qui vous voient encore aujourd'hui comme un cadre de l'extrême droite, que répondez-vous à ces gens-là? Alors, est-ce que j'ai peur de devenir un jour, en gros, l'épouvantail, utile pour le pouvoir, ce que vous voulez dire, le nouveau FN, etc. Bon, déjà, vous me prêtez, nous n'avons pas encore du tout cette importance électorale, donc je crois qu'on n'en est vraiment pas là. Et deuxièmement, je peux avoir peur de tout, mais à ce moment-là, je peux avoir peur de ça et du reste, mais à ce moment-là, je ne fais rien, si vous voulez. Je peux craindre plein de choses et plein d'autres choses dont vous n'avez pas parlé, mais je peux avoir 1000 raisons d'avoir peur, mais si je suis paralysé par la peur d'être instrumentalisé, d'être diabolisé, d'être utilisé, je ne fais plus rien. Donc on verra bien. Moi, je sais quelle est ma sincérité, je sais quelles sont mes convictions, je sais quelles sont les convictions de tous les femmes et tous les hommes qui sont avec nous, et je sais où on veut aller, et je sais qu'on est quand même assez intelligent, malin pour voir devancer les pièges, voilà, et donc on va faire de notre mieux, avec une grande sincérité, une grande cohérence, et puis après, advienne que pourra. Je ne peux pas vous dire, aujourd'hui, je ne peux pas décemment vous répondre plus que ça, si ce n'est que vraiment, on est très sincère dans notre démarche, voilà, et qu'on avait tous beaucoup à perdre, très honnêtement. Si moi, j'étais encore
encore au RN. À l'heure où je vous parle, je serais actuellement député européen. C'est tellement confortable, tellement cool et tellement mieux payé, par ailleurs. Deuxièmement, votre question, c'était quoi déjà? Est-ce que… Que répondez-vous aux gens oui, qui voilà, ne se retrouvent pas sur votre ligne politique? Voilà. Bon, alors, moi, je n'ai rien à voir avec l'extrême droite. Voilà. Mais je sais que c'est parce que comme je suis passé 5 ans au Front National et que le Front National s'est vu comme extrême droite, bah, donc il est d'extrême droite et il est à vie d'extrême droite, etc. Vous voyez, avec mon parcours, j'étais chez Chevènement, j'étais au meeting, un meeting souverainiste de Pasqua à Villiers pour les européennes de 99, etc. Écoute, il suffit, je dis juste aux gens, écoutez, les gens de mauvaise foi, je ne pourrais pas les convaincre. Ceux qui veulent me coller cette étiquette infamante, parce qu'elle est infamante et qu'elle correspond fondamentalement pas du tout à ce que je suis, à ce que je défends, et s'ils sont de mauvaise foi, je ne pourrais pas les changer, parce qu'eux, ils utilisent juste cette étiquette pour me discréditer, ils ne veulent pas débattre en réalité du fond. Et pour les gens de bonne foi qui le croient, je vous demande d'aller juste creuser un tout petit peu. Si vraiment vous êtes intéressé par ce que je dis, mais que vous avez peur de cette étiquette, alors allez reprendre les interviews, y compris quand j'étais au Front National. Elles sont en ligne. Allez les reprendre. C'est un exercice peut-être pas très un peu fastidieux, mais si ça peut vous rassurer, faites-le. Allez voir les vidéos quand je parlais dans les médias en 2013, 2014, 2015, 2016, etc. Est-ce que vous me direz si j'avais un langage d'extrême droite? Vous me direz à quel moment j'ai eu un propos d'extrême droite? Vous me direz à quel moment il vous semble que je suis en dissonance avec ce que je dis maintenant? Je pense que vous n'en trouverez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre à ces gens-là. Moi, je suis quelqu'un qui aime profondément les autres, qui aime profondément mon peuple dans sa diversité. Et je peux vous dire que dans nos manifestations, il y a la France dans sa diversité. Et j'ai des principes clairs, et ce sont des principes très éloignés de tout extrémisme. Mes principes, ils ont une radicalité. Parce que la radicalité, au bon sens du terme, c'est au sens étymologique. C'est-à-dire qu'ils vont à la racine des choses. Radical, ça veut dire ça. Oui, je l'assume. Je vais à la racine des choses parce que je ne suis pas là pour être sur l'écume des événements politiciens. Ça, je le laisse aux autres partis politiques. Par contre, ils ne sont pas dans l'extrémisme. Certainement pas. Parce que je pense nous devons être dans une démarche de rassemblement, surtout maintenant où la France est en crise majeure. Et quand on est en crise, quand on est sur le bateau et que ça tangue, tout l'équipage doit être réuni. On ne fait pas de distinction, on ne fait pas de tri. Et à l'approche des présidentielles, maintenant que vous vous êtes déclaré candidat le 14 juillet dernier, quelles sont les grandes lignes du candidat Florian Philippot? Justement, c'est la suite de ce que vous nous dites là. À l'approche de ces élections, alors même si le thème encore n'est pas très clair, est-ce que le thème va être celui de la gestion sanitaire? Si tout ça se poursuit, on va y venir dans le deuxième volet de cet échange. Mais bien sûr, le souverainisme, on imagine, qui va être au cœur de vos préoccupations. Mais quelles sont les grandes lignes économiques, géopolitiques, sociales du projet que vous allez porter au présidentiel? Vous voyez, je rebondis sur votre question. Vous dites qu'on ne sait pas encore quel sera le thème de la campagne. Et vous avez raison de parler comme ça, parce que c'est comme ça que c'est organisé. Mais moi, ça me gêne beaucoup. C'est très artificiel de dire ça. Les problèmes des Français, avant une campagne, pendant une campagne, après une campagne, sont les mêmes. Et en fait, j'ai envie de vous répondre. Moi, je suis pas. Vous savez, l'essentiel des politiciens aujourd'hui, ils sont en mode campagne ou en mode normal. Ouais, vous voyez, je peux faire un peu ma comparaison parce que j'en parlais sur TV Liberté avec Dragon Ball Z. Ils sont en super guerrier ou ils sont pas en super guerrier, en fait. Pour qui la référence parlera. Ben moi, c'est pas le cas. Moi, je suis pas. Il n'y a pas le Florian Philippot candidat et le Florian Philippot pas candidat en campagne électorale ou pas en campagne électorale. Je dis la même chose. Donc, je le trouve très artificiel. Après, bien sûr, pendant la campagne électorale, les 3-4 mois en gros avant une élection, il y a des phases. En plus, après, il y a la campagne officielle où il y a une égalité à peu près de temps de parole dans les médias, etc. On a plus de visibilité, donc c'est le moment de faire plus de meetings, plus de déplacements, plus d'émissions, plus de débats, etc. Et on va se plier à cet exercice de très bonne grâce parce qu'il y a un moment de visibilité. Mais je continuerai à y dire exactement la même chose. Voilà. Alors, quel sera mon programme, mon projet? Oui, on publiera un document, mais vous ne serez pas surpris par le document parce qu'il reprendra déjà notre charte. Il n'y a pas de raison que je dise des choses différentes. Et puis, il reprendra les grandes idées que je développe. Mais je crois que je ne vais pas développer tous les sujets que vous avez abordés ici parce qu'on en a pour 2 heures. Mais j'ai une vision très simple. Moi, je veux une France qui retrouve sa prospérité, qui recrée de l'emploi pour tous, qui ait des services publics qui fonctionnent bien où qu'on habite sur le territoire national, qui ait son indépendance, sa liberté, sa souveraineté pour le faire, comme je vous l'ai dit, qui maîtrise globalement ses frontières industrielles, ses frontières migratoires, ses frontières financières, ses frontières commerciales, parce que je pense que c'est indispensable de mettre de la régulation dans un système qui est très désordonné et qui restaure toutes nos libertés. Là, c'est l'urgence absolue, qui arrête avec ce système fou
où on bloque des gens, où on bloque des activités économiques, des activités culturelles, où on met en place des systèmes d'apartheid avec des passes sanitaires, etc. Ça, évidemment, cerise sur le gâteau, la folie actuelle, où nous avons des choses très précises à dire, et ce qui suppose d'avoir derrière un programme santé, remettre des moyens dans l'hôpital, refaire confiance aux médecins et aux soignants, avoir une recherche au niveau, etc. Mais bon, vous voyez, donc il n'y a pas de surprise dans le projet. Vous n'aurez pas de surprise. Et en matière de politique étrangère, pour en dire un mot, puisque vous l'avez abordé, je souhaite que la France, je suis très gaulliste, je vous l'ai dit, que la France ait une voix indépendante. Je pense que la France, elle incarne quelque chose dans le monde, qu'elle est attendue et qu'elle n'a pas à s'aligner sur l'OTAN, les États-Unis, l'atlantisme ou une pseudo-Europe de la défense qui, pour moi, qui est très, très dangereuse, une idée dangereuse. Non, je pense que la France, elle a des intérêts, une voix à porter et qu'elle sera très attendue et très écoutée dans le monde compliqué et dangereux dans lequel nous vivons. Et cela se ferait hors de l'Union européenne et de l'euro. Nécessairement. Et hors de l'OTAN, et hors de la CEDH, et hors de Schengen, il veut sortir de tout. Bah ouais, mais parce que ces choses-là, c'est une anomalie. Moi, je suis pour la coopération, qu'on s'entende très bien, mais je suis contre le fait que la France ne décide pas de ses politiques. Parce que quand on dit la France ne décide pas, c'est vous qui ne décidez pas. Ça veut dire que vous votez pour rien. Ça veut dire que vous manifestez pour rien. Ça veut dire que vous êtes citoyen pour rien. C'est quand même pas très glorieux. Ça vous ramène à un statut de mineur légalement. Or, nous sommes des majeurs. C'est vous qui décidez de votre avenir. C'est ça concrètement la souveraineté. Ce n'est pas un mot comme ça théorique. Ça veut dire que vous pouvez décider de quels produits vous importez, ce que vous aurez dans votre assiette à manger. Concrètement, c'est vraiment ça. Vous décidez de plein de choses. Votre politique environnementale, votre politique industrielle, votre politique migratoire, votre politique, enfin, tout. Et les guerres que vous faites ou que vous ne faites pas, quelles sont vos priorités budgétaires, ou pas. Ouais, mais c'est quand même formidable. C'est quand même bien mieux d'être souverain que de ne pas l'être. Et sur la question de l'euro, parce que c'est vrai que je vais vous poser une question terre à terre, parce que mes connaissances en économie sont limitées, comme j'imagine beaucoup de citoyens. Qu'est-ce que cela peut changer de passer à l'euro au franc? Tout simplement, pour un citoyen, est-ce que c'est possible rapidement? Est-ce que ça demande des ententes extrêmement compliquées avec des instances à travers le monde? Comment cela peut se passer concrètement? C'est-à-dire que vous rétablissez une nouvelle monnaie nationale. On ne reviendra pas à l'ancien franc. Il n'y aura pas le 6,55957 dans l'autre sens. D'ailleurs, on repartira d'une parité très simple. Un nouveau franc égale un euro pour qu'il n'y ait pas de changement de prix, pas de changement d'étiquette pour les modalités pratiques et puis pas de changement sur vos comptes, etc. Ça se fait, vous savez, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Quand on a mis fin à l'URSS, etc., il y a plein de pays qui ont retrouvé leur monnaie nationale. Ça s'est fait très vite. Quand la Tchécoslovaquie s'est démembrée dans les années 90, il y a eu la Tchéquie et la Slovaquie, République tchèque, Slovaquie. En une semaine, ils ont retrouvé chacun leur monnaie nationale. Il n'y a pas eu de drame. Donc, si vous voulez, de toute façon, la plupart, en fait, toutes, même 100% des blocs monétaires ont toujours fini par exploser parce qu'il faut qu'une monnaie corresponde à un État. Donc, économiquement, ça nous permettra d'avoir une monnaie qui arrête d'être beaucoup trop chère et trop forte pour notre pays. Parce que là, elle nous tue, elle nous asphyxie. C'est très bon pour l'Allemagne, très très bon. L'euro est un peu sous-évalué pour l'Allemagne. Donc en fait, l'Allemagne, depuis 20 ans qu'existe l'euro, pompe l'industrie française et italienne à son bénéfice. Et puis, c'est un problème politique. J'ai envie d'expliquer aux gens, vous savez, la monnaie, ce n'est pas qu'une question monétaire, ce n'est même pas qu'une question économique, c'est une question fondamentalement politique. Qui tient la monnaie d'un État, d'un pays, contrôle cet État, contrôle ce pays. Parce qu'il décide à quel moment vous pouvez mener une politique de relance et comment vous la menez. Parce qu'il décide si vous pouvez mener une politique commerciale dans tel ou tel sens ou pas. Et parce qu'il vous tient, on l'a bien vu en Grèce, quand la Grèce a dit non au mémorandum en 2015, y compris par référendum, c'était sous Tsipras, la Banque Centrale Européenne, parce que la Grèce est dans l'euro, a mis la Grèce à genoux en 3 jours. Ils ont bloqué le système bancaire grec. Ils ont créé artificiellement des files d'attente devant les distributeurs de billets en Grèce. Souvenez-vous de tout ça. Parce que la Grèce ne maîtrisait pas sa monnaie. C'est un piège de ne pas maîtriser sa monnaie, c'est un piège politique. Donc il faut pour toutes ces raisons-là en sortir. On s'en portera mieux, on créera plus d'emplois, plus de richesses et on sera un pays souverain. Alors, en attendant, on va être obligé de continuer à subir tout ça et il est l'heure d'amorcer la transition dans notre échange, Florian Philippot. Merci déjà pour toutes ces réponses sur ce volet politique. Maintenant, inévitablement, la gestion de la pandémie, le coronavirus, vous êtes une des figures fortes de la contestation face aux mesures prises en France.
Aujourd'hui, là encore, une question peut-être simple, j'imagine qu'on pourra en parler pendant des heures, mais vraiment sur les grandes lignes, on est le 22 juillet, au moment où on enregistre cet échange. Quel bilan tirez-vous de cette période jusqu'à maintenant ? Ce qui se passe en France est apocalyptique. Je le dis et je pèse mes mots. On s'enfonce de plus en plus dans quelque chose d'extrêmement inquiétant, terrifiant, je dirais même. Vous savez, la personnalisation de Macron lors de son allocution du 12 juillet dernier, l'homme Macron a résumé l'état de la France, c'est-à-dire une espèce de dérive tyrannique qui était incarnée dans un homme inquiétant, presque psychopathique dans sa manière d'être, brutale, qui n'avait plus aucune empathie avec le peuple de France, qui normalement est son peuple, qui n'avait plus aucun respect des gens à qui il parle, de leur complexité, de leur manière de vivre, etc., la manière dont il ressentirait ces mesures. Et en fait, s'abat sur la France quelque chose d'une très grande brutalité qui ne me semble n'avoir plus aucun lien avec une politique sanitaire, si vous voulez. Et ça s'est fait progressivement. Où on a habitué les gens à raisonner faussement en leur faisant croire qu'une politique sanitaire, c'était une politique de restriction des libertés. Mais non, ça n'a rien à voir. Une politique sanitaire, c'est s'intéresser au traitement, c'est s'intéresser à prendre soin des personnes vulnérables, c'est s'intéresser à l'état du système de soins et de l'hôpital en France, à l'état des soignants, et à s'intéresser à la prévention, des choses comme ça. C'est pas des couvre-feux, des passes sanitaires, des confinements, des fermetures dans tous les sens. Ça n'a rien à voir. Mais ils ont réussi à créer une égalité dans la tête de beaucoup de Français. Et on en est là, mais ils le font avec une accélération et une brutalité de plus en plus inquiétante. Je vous le dis. On est pour moi un des pays aujourd'hui les plus inquiétants. Il y a une ambiance très pesante, très stressante. Je sais que ce que je dis, beaucoup le ressentent. Et moi, je le ressens moi-même. Des gens se réveillent la boule au ventre. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus encore aujourd'hui comme annonce? Et ils avancent, et ils n'écoutent pas les gens, et ils méprisent les gens qui pleurent. Les infirmières qui pleuraient sur Internet, Véran a dit, c'est de la comédie, machin. De la propagande. Il a parlé de propagande. Oui, propagande. La petite frange de défaitistes et capricieuses dont parlait Gabriel Attal, etc. Ils n'ont plus aucune des caractéristiques qu'on attend de gouvernance, c'est-à-dire un peu d'empathie, de compréhension et d'écoute sincère pour leur peuple, pour le peuple. Il n'y en a plus du tout. On avance brutalement et on ne sait pas pourquoi. On a compris qu'ils voulaient tous qu'on soit de 0 ans à 107 ans, qu'on soit tous vaccinés, on a bien compris. Ils sont prêts pour ça, nous taper violemment dessus, à mettre en danger les gens. Parce que, vous savez, un pass sanitaire, lisez le rapport de la Défenseure des droits, je pense que vous l'avez lu, 10 points d'alerte, où elle dit attention, on ne détraque pas un pays, ses transports, ses grands services publics, son hôpital, etc., sans conséquence. Surtout pour les personnes déjà très isolées, plus vulnérables, pour les enfants, pour les personnes très âgées. Et ça a des conséquences. Et moi, je pense que ça va créer des morts, tout ça. Parce que quand vous dites à des gens, vous ne pouvez pas rentrer à l'hôpital si vous n'avez pas un pass sanitaire, sauf en situation d'urgence, mais c'est quoi une situation d'urgence, etc. Mais attendez, mais il y a des gens qui sont paumés dans le système, qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas les... Mais eux, ils sont déjà isolés, et c'est compliqué déjà pour eux. Mais demain, ils vont juste plus y aller. Parce qu'ils n'oseront plus, ils ne sauront pas s'ils peuvent, etc. Ils ne sauront même pas s'ils ont le droit de prendre le bus en bas de chez eux parce qu'ils ne sauront pas s'il y a un pass sanitaire ou pas. Donc ces gens vont sombrer complètement psychologiquement et ils vont sombrer humainement et il y en a qui vont mourir ou qui vont se suicider. Moi, j'ai reçu un message d'une maman qui, en début de grossesse, qui m'a dit « J'ai appris que je devais me faire vacciner ». Elle a très peur de ça. Je ne peux pas, si vous voulez, je ne peux pas. Elle me dit « Est-ce que je dois avorter ?» Mais c'est pas moi qui vais lui répondre, vous comprenez bien, je ne la connais pas, mais sa détresse est incroyable. Pourquoi elle en arrive à me poser cette question-là? Mais écoutons ces gens. Peut-être qu'elle a tort d'avoir peur, j'en sais rien, je ne rentre pas dans le débat, mais un peu d'écoute, d'empathie, si vous voulez. Et moi, je suis très inquiet là-dessus, très, très inquiet. Et justement, dans ce que vous dites, qui est effroyable, effectivement, qui est saisissant, quel rôle ont joué et jouent encore les médias? Est-ce qu'il y a un rôle qui est là pour éclairer la réflexion des gens? Ou est-ce que, et pour tout vous dire, c'est quand même le fond de ma question et le fond de ma pensée, est-ce que je mets en évidence dans certaines vidéos juste milieu, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi une logique
pour monter les gens les uns contre les autres. On l'a vu dans le traitement qui a été fait, la mobilisation du 17 juillet. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Clairement, il y a un parti pris où on qualifie les gens d'anti-vax alors qu'il y a des cortèges de dizaines de milliers de Français, tous avec des convictions différentes, où on ne retient que c'est cette histoire d'étoile jaune, qui est effectivement un parallèle très discutable, mais qu'on a vu également en Israël, ce que peu de médias ont relevé et n'ont pas accusé les habitants d'Israël d'antisémitisme. Donc, quel rôle vraiment on peut attribuer aujourd'hui aux médias? Oui, même si, pour répondre sur le fond de cette affaire, je pense qu'il ne faut pas faire ce parallèle. Moi, j'ai toujours été contre ça, mais parce qu'il ne faut pas comparer des souffrances qui ne sont pas comparables. Et en plus, je veux dire, le pass sanitaire, j'ai toujours été contre les points Godwin, moi. Je pense que ça ne sert à rien. Le pass sanitaire a déjà suffisamment d'arguments pour qu'on le critique sans qu'on ait besoin de recourir à des extrémités. Pareil, mais je rappelle que quand Macron fait un meeting électoral à Roidour-sur-Glane entre les deux tours de l'élection présidentielle en 2017, il fait exactement la même chose en fait. Exactement la même chose. Sauf que là, c'est très bien vu par les médias. Bon, je ferme la parenthèse. Sur votre question très intéressante, les médias, les grands médias, quand on dit ça, bon, on va dire 95%, parce que bien sûr, parfois, on a un journaliste qui dit une chose plus intéressante, plus juste, plus intelligente sur un plateau. Donc, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais quand même, la très, très grande masse, la grande tendance qui se dégage, c'est un accompagnement pur et simple de la communication du gouvernement, sans aucune distance critique, aucune. Avec d'ailleurs interdiction de la critique. C'est très difficile de mettre la moindre critique sur un plateau, et ça, on vous rabroue tout de suite, ou alors on vous censure en amont, juste on ne vous invite pas, c'est tout, ce qui est le cas la plupart du temps. Et effectivement, c'est quelque chose de très vicieux, c'est cette volonté de diviser les gens. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tomber dans le panneau. Nous, dans nos manifs, on a une grande banderole, vaccinés, non vaccinés, tous unis. Il y a plein de vaccinés dans les manifs, évidemment, mais il y a plein de vaccinés qui ne sont pas d'accord avec le pass sanitaire. Ce ne sont pas leurs valeurs. Et ils ont dit eux-mêmes, d'ailleurs, moi je ne l'utiliserai pas, je l'ai mon QR code, mais je ne l'utiliserai pas. Je ne rentre pas dans cette société-là. J'en veux pas pour mes enfants. Mais ils ont fait le choix libre, et je le respecte totalement, de se faire vacciner. Donc ce montage est totalement artificiel, il est vicieux, il est dangereux. On ne joue pas avec la matière populaire comme ça, monter des gens dans son laboratoire en disant je te mets un peu de guerre civile là, un peu de division, un peu de manipulation. C'est très dangereux de faire ça parce qu'on joue avec des vrais gens là, des millions et des dizaines de millions de vraies personnes. Donc il faut apaiser tout ça. C'est pour ça que je dis toujours dans les manifs, montrez le plus beau visage que vous avez. Vous êtes des gens, vous êtes une force tranquille. Sans parler de Mitterrand, c'est quand même une belle expression. Vous êtes une force tranquille. Vous savez où vous allez, vous êtes puissant, vous êtes fort, vous êtes solide, vous êtes serein, mais vous êtes tranquille, vous êtes paisible. C'est ça le plus beau visage à leur opposer. Laissons-les s'énerver, insulter, agresser. Plus ils font ça, plus ils vont réveiller des gens, plus ils vont se discréditer. Et oui, mais là encore, est-ce qu'il n'y a pas quand même, comment dire, au-delà du parti pris qui est dit, comment on peut faire prendre conscience aux gens que les médias ont choisi leur camp d'une certaine manière? On le voit, des réactions complètement démesurées. Ça a été celle d'Emmanuel Le Chypre qui a invité à aller chercher les non-vaccinés, je cite, avec les dents. C'est quand même ahurissant et ça contribue au contexte de peur que vous évoquiez tout à l'heure. Comment faire pour contourner ça sans aller vers des sources d'informations peu ou pas crédibles? Et d'ailleurs, c'est la prudence à laquelle j'invite les gens qui regardent les vidéos juste milieu, de dire les faits que je mets en avant sont des faits que je choisis, mais surtout faites ce travail-là de vous-même, croisez les sources, allez voir différentes chaînes, différents médias. Est-ce qu'on peut porter quand même ce message-là qui est très important? Je crois que vous avez honnêtement tout dit. Est-ce qu'on doit montrer aux gens que les médias sont parti pris? Je pense qu'ils le voient. Vous savez, c'est même parfois plus compliqué parce qu'il y a des gens qui le voient très bien, qui sont partis pris, mais il y a une habitude de les regarder quand même. Et en fait, même quand on se dit, moi j'ai pigé qu'ils sont partis pris, c'est de la propagande, ouais, mais quand on a regardé pendant 3 heures d'affilée BFM, on est quand même un peu imprégné par ce qu'ils disent. Et j'ai remarqué ce phénomène, y compris chez des gens très lucides, très perspicaces. Alors, je pense qu'il y a quand même une question quantitative. Essayez de vous en éloigner quand même, parce que même malgré vous, vous allez vous faire un peu embrigader, influencer. C'est très bien fait, leur truc. Attention, c'est des manipulations qui sont souvent très fines, très bien faites. Il n'y a pas que les gros sabots qu'on voit, il y a aussi des petits mots qui sont passés ici et là. Bon. Et puis, allez surtout, effectivement, il y a des réseaux de médias alternatifs, je veux dire sérieux, comme ce que vous faites, ou d'autres chaînes, etc.
faites-le, croisez vous-même les informations, faites-vous confiance, vous avez un cerveau, vous êtes capable de réfléchir, allez prendre les infos, croisez-les, vérifiez qu'on vous a bien dit la vérité quand vous avez allumé la télé ou lu un journal, et si ce n'est pas le cas, trouvez vous-même la réalité ou trouvez à côté de la vérité partielle qu'on vous a donnée, parce que parfois il n'y a pas que des mensonges, c'est juste qu'ils choisissent des choses, mais ils ne vous disent pas tout. Trouvez le point manquant. Mais n'allez pas non plus dans les délires, parce que ça, ils adorent que vous alliez dans les délires, parce que plus vous allez dans les délires, plus ils peuvent facilement vous caricaturer et discréditer tout le mouvement de résistance. Et de manière peut-être un petit peu plus pratique, admettons, demain on vous donne les clés de tout ça, de toute cette situation, les clés de la gestion. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les mesures à mettre en place? C'est une étiquette qu'on vous colle souvent, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination? Je sais que c'est idiot comme question, mais voilà, pour clarifier les choses, je vous la pose quand même. Quelles mesures mettriez-vous en place tout de suite maintenant? D'abord, je fais revivre le pays du jour au lendemain, totalement normalement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. À la texane, si vous voulez. Un peu à la britannique depuis le 19 juillet avec Johnson. Il n'a pas fait intégralement, je crois qu'ils ont juste un pass vaccinal dans les discothèques, ce qui est à mon avis de trop, mais sinon, globalement, ils vivent normalement. Je fais ça c'est une décision politique, assumée. Parce que ce qu'a dit Johnson, son discours était magnifique, il a dit, vous savez, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. C'est totalement ça. Vous aurez toujours un bon prétexte pour maintenir une restriction, en remettre une, en renforcer une, etc. Quoi qu'il arrive. Et ensuite, après le Covid, vous aurez une forte grippe ou un autre virus ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut dire, voilà, la base, c'est qu'on fonctionne en mode normal parce que ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Et que vous évitez des dégâts collatéraux qui sont probablement bien pires que le virus lui-même. Après, je mets en place une politique sereine. Je reviens de la sérénité. Et je dis, il y a un virus, bien sûr, mais on prend soin, on connaît, maintenant on a du recul, on connaît les publics vulnérables, on en prend soin, surtout les personnes très âgées, comorbidités, les personnes obèses souvent. Ce ne serait pas idiot de mener par exemple une grande politique de santé publique pour faire reculer l'obésité, ce que je n'entends plus du tout à la télé, dans les médias. Pourtant, je pense que ça aurait été très, très, très perspicace, très pragmatique et très efficace sur le Covid, notamment, je le dis à Monsieur Le Chypre, ou à Gérard Larcher. Et voilà. Et puis, j'écoute ceux qui vous disent il y a peut-être des traitements. Moi, j'en sais rien. C'est pas moi le médecin. Enfin, je les écoute. Je les insulte pas par principe. S'il y a un Raoult qui est quand même quelqu'un qui a une réputation mondiale, nationale depuis très longtemps, il n'y a pas de raison que ça devienne d'un coup un clown. Pas de raison. Peut-être qu'il se trompe, mais peut-être pas. Vous voyez. Alors, j'écoute. Voilà. Il y a d'autres et plein d'autres. Et puis, je remets des moyens dans l'hôpital. J'arrête de fermer des lits comme M. Véran. J'en rouvre plutôt. Je recrute plutôt du personnel plutôt que d'en supprimer. J'arrête de maltraiter les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, etc. J'ai plutôt confiance en eux. Ils sont bien formés en France. On peut leur faire confiance. Mais donc, je remets surtout de la sérénité. Je déstresse le pays. Parce que je pense que là, on est dans une crise de nerfs terrible, terrifiante, dangereuse. Et je remets toutes les libertés. Ça, c'est évident. Et le vaccin, c'est un des éléments. Et d'ailleurs, on peut aller voir s'il n'y en a pas d'autres. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit fermer à la Russie, à la Chine, parce que c'est des vaccins plus traditionnels, ça peut rassurer des gens aussi, ça. Et puis, mais après, là, je ne vais pas remplacer les autorités, mais enfin, quand même. Et puis, j'arrête le tout vaccinal. Je pense que c'est pas la baguette magique, comme dit manifestement, comme dit Raoult. Ça peut être un élément parmi d'autres, mais au libre choix des gens. Vous voyez. Bref, remettre quand même, il me semble, de la rationalité et de la sérénité, de la tranquillité un peu partout. Puis vous savez, si on arrête de donner le nombre de cas tous les jours à la télé, etc., on n'est plus en situation de stress épidémique. On n'est plus. Aujourd'hui, normalement, il y a 900 personnes en réanimation, ce qui n'est pas énorme, ce qui est même très peu. On ne devrait pas être en grand stress, en mobilisation générale. On ne devrait pas. Mais on l'est parce que vous avez un Véran qui tous les jours vous dit aujourd'hui il y a eu 21 000 cas, c'est le record, la plus forte hausse. Donc là, ça crée une tension. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire 21 000 cas? C'est même pas 21 000 malades, c'est des cas. Bon. Et puis derrière, comment ça se traduit en hospitalisation, en réanimation? Est-ce que ça encombre ou pas le système hospitalier? Les vraies questions. Sinon, on parle dans le vide, on parle dans rien. Là, on est juste dans la propagande de la peur. Vous voyez. Donc, il faut sortir de ça. Après, plus structurellement, c'est pas du jour au lendemain, mais il y a quand même un grand ménage. Là, il faut quand même il faut être sérieux aussi. Il y a un grand ménage à faire sur les conflits d'intérêts, sur le financement croisé des autorités de régulation de la médecine et de mise sur le marché des médicaments, sur le financement de l'OMS, etc. Vous savez, dans les années 70, l'OMS était financé à 80% par les États. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il est financé à 80% par des fondations privées et des labos. C'est très problématique.
Donc, et puis au niveau national, on a plein de problèmes comme ça. Les conflits d'intérêts, tous ces médecins qu'on a vus sur les plateaux de télé qui ne parlent jamais de leur lien d'intérêt ou de leur conflit d'intérêt, il y a un grand ménage à faire. Mais ça, je ne le ferai pas du jour au lendemain, mais j'engagerai le chantier avec une réelle détermination, ça c'est certain. Et dans ce besoin de sérénité, c'est vrai que on a un gouvernement qui n'hésite plus à utiliser un vocabulaire guerrier, le fameux, enfin tristement fameux "nous sommes en guerre" d'Emmanuel Macron. On a des médias qui eux aussi contribuent à ce climat vraiment délétère. On a parlé d'Emmanuel Le Chypre, mais on a à peu près tous les jours des interventions. Je pense notamment, parce que c'était dans une vidéo récemment, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, qui pour parler de ces gens qui avaient fait un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, disait que les gens étaient fous. Donc on a en plus une cicatrisation permanente de tout le monde. Mais vous aussi, d'une certaine manière, vous parlez de tyrannie, par exemple. Est-ce que vous n'avez pas peur de contribuer à raviver le feu en permanence, là où, et je vous rejoins, il y a un besoin de sérénité? Est-ce que ce mot de tyrannie, vous le pesez pour quelque part pour aller dans la surenchère, ou est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a alerte et que nous sommes dans un tel climat? De toute façon, ce n'est pas moi qui déciderai si on est dans un état de sérénité ou pas. Le seul qui peut en décider, c'est le gouvernement. C'est lui qui a les clés. Ce n'est pas une partie de l'opposition, quoi qu'elle fasse, qui peut en décider. Donc, si vous voulez, moi, si je ne dis rien parce que je cherche la sérénité, en fait, je vais juste tomber dans la mollesse. Et je ne veux pas tomber dans la mollesse, on n'a pas le droit, parce qu'on ne peut pas être mou face à une telle violence et une telle brutalité. La tyrannie, oui, je le crois vraiment. Vous savez, la tyrannie, c'est le règne de l'arbitraire. C'est tout simple comme définition. On y est. Quand vous avez un président de la République qui vient à la télé le 12 juillet en disant finalement, contrairement à tout ce qu'on vous a promis, sur le pass sanitaire qui ne serait pas étendu, sur la liberté vaccinale qu'on vous garantirait, finalement je décide l'inverse et ça va s'appliquer là dans 15 jours. Et je sais déjà ce que va voter l'Assemblée de toute façon, parce qu'il parlait de loi en fait. Et puis je sais déjà que le Conseil constitutionnel va valider, etc. etc. C'est la définition même de la tyrannie. Quand en face, autre caractéristique majeure d'une tyrannie, vous n'avez plus de contre-pouvoir. Contre-pouvoir politique est extrêmement faible, on l'a vu, couché, soumis. Le contre-pouvoir juridique, le Conseil d'État, on a vu à quel point il avait validé tout ça. Le Conseil constitutionnel, ayons une petite espérance, mais j'en ai pas beaucoup. Jusqu'ici, en tout cas, il n'a pas beaucoup bougé dans cette crise, voire pas du tout. Et le contre-pouvoir médiatique, qui est le troisième plus important normalement, on vient de l'analyser, il est aussi aligné. Donc, on est dans la tyrannie, ouais, on est dans la tyrannie. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est pas extraordinaire, ça arrive très souvent dans l'histoire de l'humanité, ces dérives. Comment, à un moment, on bascule, comment ça se passe. Ceci dit, ça ne s'est pas fait en une journée. On voit bien qu'il y a un problème en France depuis plusieurs années, plusieurs décennies, que ça n'a fait que s'aggraver. Des référendums qui ont commencé à être annulés, puis ensuite, on n'a plus fait de référendum, il n'y en a plus depuis 2005. C'est la plus longue période de l'histoire de la Ve République sans référendum. Et puis des élections qui ne servent plus à rien, donc les gens ne vont plus voter, les taux d'abstention les plus élevés qu'on a jamais eu dans notre histoire. Donc on voit bien qu'il y a un problème, la liberté d'expression qui s'effondre depuis des années, mais ça va en accélérant. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il y a quelque chose de pourri au Royaume de France ou en République française. Et donc là, le Covid a accéléré les choses, à révéler les choses, à démasquer les choses. Donc, oui, on est en tyrannie. Mais bien sûr qu'on est en tyrannie. Et pour continuer à aller voilà, dans le fond de ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que la notion de vérité n'a pas aussi été extrêmement maltraitée? Parce qu'on se rappelle, au moment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, on a vu émerger la notion de post-vérité, donc la victoire de l'émotion sur les faits. Mais aujourd'hui, quand on a un président qui nous dit il y a quelques mois, non, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire et qui finalement revient dessus, quand on a à chaque fois des déclarations, l'expression que j'aime bien, mais c'est pour de mauvaises raisons, c'est le à ce stade. Généralement, quand on a un Gabriel Attal, un Olivier Véran ou un Jean Castex ou autre qui disent à ce stade, ça nous tombe dessus à peu près un mois. Un mois après. Il y a eu le confinement, il y a la vaccination et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question de vérité, elle n'est pas à remettre sur la table, et notamment la vérité scientifique, qui est une sorte de vérité particulière où la science est faite de renoncement permanent, de doute permanent, et où aujourd'hui, en un coup de baguette magique, BFM TV, CNews ou un élu va déterminer que la vérité est dans telle étude, et qu'en revanche, un Didier Raoult se trompe parce qu'il a les cheveux longs. Je caricature un petit peu, mais ce rapport à la vérité n'est pas le gros manquement de la crise aussi que nous traversons? Si, vous avez parfaitement raison. Il y a un peu, pour moi, deux questions dans ce que vous dites. D'abord, sur le politique. Sur le politique, c'est criant. C'est ce qu'on appelle la vérité, c'est ce qu'on pourrait appeler le sens du respect des engagements. Le 28 avril, Macron donne une interview au Parisien et à la presse quotidienne régionale, dans laquelle il dit « Le pass sanitaire ne sera jamais étendu aux restaurants, aux activités de la vie quotidienne, etc. » 28 avril, c'est pas très vieux, hein.
28 avril 2021. Et puis, avant qu'il ne parle le 12 juillet, il y a eu des bruits dans l'entourage de l'Élysée, rapportés par la presse, pour dire qu'il va annoncer l'extension à toutes les activités de la vie quotidienne, dont les restaurants, etc., du pass sanitaire. Et donc, quelques journalistes qui ont fait leur boulot sont allés voir l'entourage de l'Élysée en disant « mais il avait quand même promis exactement l'inverse il y a 3 mois ». Et vous savez, ça m'avait frappé, c'était écrit, rapporté par la presse. Vous savez ce qu'a répondu l'entourage de Macron? Il a répondu « oui, mais nous ne sommes plus le 28 avril ». Donc, mais réfléchissez 2 secondes à cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un engagement est valable le jour où on le dit. Donc, ça n'est plus un engagement. Vous voyez, donc, en fait, ce qu'on dit n'a plus aucune valeur. Donc, il n'y a plus de vérité ni de mensonge. Tout est mensonge. C'est fondamental, tout ça. Donc, ça veut dire que les promesses électorales, on sait déjà qu'on peut les mettre à la poubelle. Mais quand Macron nous dit, là, quand Castex nous dit qu'il n'y aura pas de pass sanitaire pour aller au collège ou au lycée, on ne peut plus le croire. Oui, mais dans 3 semaines, s'il dit l'inverse, vous aurez un proche de Castex qui dira « ouais, mais on n'est plus le 21 juillet. Maintenant, on est le 9 août. » Ah ouais, d'accord, donc c'est bon. Ça, c'est le signe, si vous voulez. Là aussi, un signe de la tyrannie. Parce que quand vous avez un pouvoir contrôlé démocratiquement, soit par le peuple directement qui peut déclencher des référendums ou des révocations, soit par des médias intransigeants et sérieux qui font le vrai boulot, soit par une justice qui ne laisse pas passer tout, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. En fait, ils peuvent se permettre des dérives quasiment naturelles de l'homme. Vous savez, l'homme, il y a du mauvais et du bon, mais il y a aussi du mauvais en lui. Et notamment, cette petite envie de vouloir décider soi-même et ne pas forcément être conforme avec ce qu'on disait il y a 3 mois, ça peut être une dérive quasi naturelle. Mais dans un système de contrôle sérieux, elle est réprimée. Elle ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a des alertes, il y a des mises en garde, il y a des interdictions, il y a des impossibilités. En France, il n'y en a plus parce que nous sommes une tyrannie. Et donc, effectivement, la vérité dans ce contexte n'existe plus. La vérité scientifique, après, c'est encore autre chose. Hein. Ça, En fait, ils font passer pour vérité scientifique des points de vue quand ça les arrange, et ils font passer pour charlatanerie ou charlatanisme, je ne sais plus comment on dit, des opinions quand ça les dérange. Et donc, ils décident quand il y a vérité, ils décident quand il y a mensonge, selon que ça rentre ou pas dans leur narratif. Par exemple, il ne peut pas y avoir de traitement, donc tous ceux qui iront dans ce sens-là seront systématiquement discrédités. Il ne peut y avoir que le tout vaccinal, et si vous ne dites pas ça, vous êtes discrédité, vous êtes dans le mensonge. À tel point que des études tout à fait sérieuses, officielles, vérifiées, qui ont lieu actuellement en Israël sur l'efficacité du vaccin sur Delta, le variant, en France, vous n'entendez pas parler. Alors qu'elles sont publiées dans la presse israélienne, il n'y a pas de souci, où on voit que les pourcentages d'efficacité sont très inférieurs à ce qu'on annonçait il y a encore 2 mois. Mais au lieu de les prendre sereinement et d'en tenir compte, non, on préfère juste ne même pas en parler parce que ça ne rentre pas dans ce qui doit être la vérité officielle. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu que même le gouvernement va aller loin sur cette logique puisqu'il va mettre en place le MINIVER, le ministère de la vérité, l'agence de vérification de la vérité ou je ne sais quoi. Ça aussi, c'est un petit signe que ça ne va pas très bien en France. Oui, entre autres, effectivement. Florent Philippot, nous sommes ensemble depuis près d'1 heure maintenant. Déjà, un immense merci pour toutes vos réponses. Et je vais vous laisser le mot de la fin aux spectateurs juste milieu, mais également à vos spectateurs, parce que je reçois aujourd'hui un concurrent youtubeur. Vraiment, la chaîne des Patriotes a vraiment explosé. Félicitations aussi pour ce projet-là. Donc, voilà, peut-être quelques mots pour finir, une note d'espoir, j'espère. Mais voilà, je vous laisse le mot de la fin. Oui, forcément, un mot d'espoir, parce qu'on en a vraiment besoin. Et je vais le dire sincèrement, je ne vais pas surjouer l'espoir, parce que la situation, elle est dure. Elle est dure et on ne va pas en sortir demain. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Je sais juste 2 choses à peu près certaines. C'est que, 1, les batailles qu'on est sûr de perdre sont celles qu'on ne mène pas. Donc ceux qui se disent, est-ce qu'il faut ? Bien sûr qu'il faut. Parce que si on ne fait rien, là, on est sûr qu'on est ratatiné. Et 2, à la fin, la vie gagne toujours. Or, le modèle qu'il nous propose, c'est un modèle de mort. C'est un modèle mortifère. C'est un modèle de mort, pas que physique, mort psychologique, mort de l'art de vivre, du bien vivre ensemble, de la convivialité, de l'humanité qui est en nous. Vous voyez bien que ce n'est pas un modèle où on se fait injecter tous les mois quelque chose pour avoir le droit d'aller au restaurant, etc. Ce n'est pas un modèle humain, ce n'est pas un modèle de vie. Or, la vie, à la fin, gagne toujours. Donc, on ne peut que gagner.
On ne peut que gagner. Et il y a des pays, des exemples étrangers qui ont montré que c'était tout à fait possible. Ils se sont battus, je vous l'ai dit, à Moscou sur le pass sanitaire et ils ont gagné. Ils se sont battus au Royaume-Uni et ils ont gagné. Eh bien, on va gagner nous aussi. Et il y a eu des moments dans notre histoire qui étaient extrêmement sombres. Des moments où, on se disait, à vue humaine, on ne trouve pas de solution. On ne voit pas de porte de sortie. On ne trouvera pas de lumière pour sortir de l'obscurité. Et pourtant, 1 an plus tard, c'était fini. 6 mois plus tard, c'était fini. Et c'est arrivé plein de fois dans notre histoire, ça. Ça veut dire que, je vais citer Max Gallo, qui est un de mes maîtres, la seule loi de l'histoire, c'est la surprise. Voilà, c'est ce qu'il disait. Ben, je crois que c'est très vrai. Et on ne pourra avoir que des bonnes surprises. Voilà. Mais il faut y mettre du nôtre. Ça ne se fera pas tout seul. Il faut y mettre notre cœur, il faut y mettre nos tripes, il faut y mettre notre âme. Pas de violence, mais une détermination gigantesque. Je crois qu'il n'y a rien de plus à rajouter. Merci beaucoup, Florian Philippot. Merci à vous. Bravo pour votre travail. Vraiment, je crois qu'on n'est vraiment pas concurrents. Je suis sûr que… C'était pour Oui, je sais. Et bravo en particulier, je dois le dire, pour vos Blachier Comedy Club, c'est ça ou… Voilà. Martin Blachier Comedy Club. Martin Blachier, que je crois que vous en avez fait 7 jusqu'ici. Absolument. Tout particulièrement m'amuse beaucoup. Voilà. Et en plus, vous figurez dans un des Martin Blachier Comedy Club. Hein. Cette séquence que vous nous aviez offert chez Morandini, il me semble. Ah oui, c'est vrai. Du Remdesivir. Ouais. Ouais. Bah, écoutez, Florent Philippot, vraiment, merci encore. Hein. Merci à tous, chers spectateurs, d'avoir assisté à ce nouveau duel du jour. On va se retrouver très bientôt. Les formulations d'usage, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Les pouces bleus, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Encore merci, Florian Philippot. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne. Et à la chaîne des Patriotes. Et à la chaîne des Patriotes également. Voilà, merci à tous. On se retrouve très vite. À bientôt. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, on finit comme ça. Alors.